Bonjour à tous et bienvenue sur Échec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors avec la vidéo d'aujourd'hui, nous allons entamer une petite étude dans l'histoire du jeu d'échecs et surtout dans l'histoire de Bobby Fischer, qui est l'un des champions les plus adulés et les plus admirés, on va dire, dans le monde des échecs. Et donc Romu, on va, avec cette vidéo, commencer par parler du début de la carrière de ce grand champion américain, en évoquant notamment une partie extrêmement célèbre, mais aussi sa carrière en général, enfin en tout cas ses premiers pas dans le monde des échecs. Donc comment est-ce que Bobby Fischer a appris à jouer aux échecs? Alors il a appris, en fait, sa sœur a acheté un échiquier quand il était extrêmement jeune, il avait 6 ans. Et en fait, il a commencé un peu à jouer avec elle et ça l'a tout de suite intéressé. Et en fait, il a rapidement côtoyé, sa mère l'a inscrit dans un club où il a rapidement côtoyé des joueurs adultes parce qu'à l'époque, les clubs d'échecs étaient essentiellement réservés aux adultes. Et, euh, et il a enchaîné les parties, les blitz. Il lisait à peu près tout ce qu'il trouvait à lire sur les échecs. Il était vraiment passionné, bien que ses résultats étaient, alors évidemment, il faut relativiser, mais ils étaient en apparence modestes. Mais évidemment, il faut relativiser puisqu'il était très jeune et il jouait que contre des adultes. Et petit à petit, bon, quand même, ces résultats ont- ont attiré l'attention et on arrive à l'année 56, donc il avait 13 ans. Et à 13 ans, il s'est fait remarquer en remportant le championnat, c'est le championnat Open des États-Unis. Si tu me dis si je... D'abord le championnat junior en Le 56. championnat junior, oui, pardon, le championnat Hmm. junior des États-Unis. Et bon, ce qui est déjà évidemment une performance incroyable parce qu'il n'avait que 13 ans. Et ensuite, donc, il a joué la partie qu'on va vous présenter dans un tournoi sur invitation. C'est un tournoi, le trophée Rosenwald, qui se disputait donc à New York. Et c'était un sponsor de la fédération américaine donc c'est Rosenwald, c'était un mécène qui donnait pas mal d'argent à la fédération américaine qui a organisé ce tournoi. Et donc Fischer a joué cette partie qui a été considérée par la plupart des journalistes comme étant la partie du siècle, tout simplement, donc à 13 ans. Ouais, Et ce qui est pas mal pour quelqu'un dont les résultats étaient plutôt modestes jusqu'ici, toute proportion gardée. bien sûr, ouais. Non, 56, ça a été vraiment la révélation, enfin en tout cas au grand public. Et cette partie a grandement contribué puisqu'elle a fait le tour du monde. Elle a même été publiée dans les journaux soviétiques, ce qui est quand même pas anodin à l'époque. Et, euh, et donc, en plus, jouer contre un des meilleurs joueurs américains de cette période-là, Donald Byrne. Ouais. Oui, il faut dire que dans ce tournoi-là, Fischer n'a pas brillé en dehors de cette partie exceptionnelle qu'on va montrer. Il avait même pas fait la moitié des points. Et le tournoi avait été gagné par Reshevsky, qui était vraiment un des meilleurs joueurs du monde à l'époque. Donc la présence de Reshevsky et de Byrne montre que c'était vraiment un tournoi avec les meilleurs Américains. Et malgré tout, le jeune Bobby avait été invité en sa qualité de champion des États-Unis junior. Et d'ailleurs, l'année suivante, il a conservé son titre, hein. Oui, c'est ça. Il a conservé son titre. Et ensuite, il est même devenu en 57, si je ne me trompe pas, le champion des États-Unis. Toute catégorie, ouais. Toute catégorie. Hmm. Donc, À bon, 14 il y a ans. eu, il y a eu un petit déclic, on va dire, en 56, qui a fait que, après, la machine a été lancée. Et après, bon, évidemment, il a Ouais. eu la carrière que l'on connaît tous. Ouais. Donc effectivement, jusqu'en 56, euh, il a surtout rencontré le jeu d'échecs et est devenu passionné, mais les résultats ont commencé à se faire vraiment sentir sur cette année charnière. Et donc on se propose d'analyser cette partie contre Donald Byrne, donc joué à New York en 56. Alors Fischer a les noirs. La partie commence comme ceci: cavalier F3, cavalier F6, C4, G6, G6. KIC3, fou G7, D4, petit roc, fou F4 et le coup D5. Donc Fischer choisit la Grunfeld. Est-ce que c'était habituel pour lui?
Déjà à l'époque, il était orienté relativement vers les défenses indiennes, donc est-indienne, Grunfeld, donc des défenses plutôt actives, qui donnaient un jeu sans compromis, ce qui est évidemment caractéristique du style de Fischer, qui jouait dès son plus jeune âge pour gagner toutes les parties avec les blancs et les noirs, peu importe l'adversaire. Et donc la Grunfeld est une arme idéale pour générer un jeu tranchant et qui permette de jouer pour gagner même avec les noirs. Ouais, on en parlera probablement dans les vidéos suivantes, mais c'était quand même quelqu'un qui était extrêmement fidèle à son répertoire et qui quasiment tout au long de sa carrière n'a jamais changé. Alors il a fait quelques exceptions célèbres, comme on le verra, mais il était quand même fidèle à son répertoire. Donc les défenses indiennes sur D4 et la sicilienne Najdorf sur E4. Donc après D5, Byrne a choisi un coup qui était très à la mode à l'époque, je pense, c'est-à-dire Dame B3, prise en C4. Pardon? Dame B3 pour attaquer D5, donc pour forcer D5. les noirs à prendre en C4 et donc délaisser le centre. Donc Dame prend C4. Et là, Fischer choisit le coup C6. Alors, évidemment, il faut replacer les choses dans leur contexte. On est en 56, donc évidemment, la théorie est moins développée qu'en 2022. Mais certainement qu'aujourd'hui, on préférerait peut-être le coup cavalier A6 avec l'idée de faire C5, ou en tout cas, je ne sais pas si on le préférerait, mais en tout cas, c'est clair que c'est une option qui rentre en ligne de compte. Mais quoi qu'il en soit, C6 est aussi un coup intéressant. Une des idées, alors bien sûr, au-delà du fait de contrôler la case D5, contrôler un peu mieux le centre, une des idées peut être aussi de jouer avec le pion B, de jouer B5, B4, et essayer un peu de perturber les pièces blanches et justement ne pas laisser les blancs occuper le centre tranquillement et prendre l'avantage tout simplement. Donc C6, c'est un coup, c'est un coup intéressant de la part du jeune américain. Donc Byrne prend le centre puisqu'on lui en laisse la possibilité. Fischer a choisi de jouer cavalier D7. Alors à nouveau, il y avait un choix possible. On pouvait partir directement à l'attaque avec B5 et par exemple après Dame B3, Fou E6, Dame C2, Dame A5, préparer le coup B4 et on va obtenir quelque chose d'assez courant dans la Grunfeld, c'est-à-dire on a offert le centre à l'adversaire, mais ensuite on joue de façon très très dynamique. Le grand champion français actuel, qui est Maxime Vachier-Lagrave, a contribué à rendre cette défense très très populaire. Donc Fischer aurait pu jouer de cette façon-là, il a choisi de se développer par cavalier D7, et ici son adversaire joue tour D1, qui est un coup assez thématique et très simple à comprendre. Les blancs veulent éviter la libération du jeu noir par C5 ou par E5. Oui, tout à fait. C'est en fait sans jeu de pion, les noirs vont être un peu malheureux parce que les blancs ont le centre. Un des atouts de la position noire, c'est leur avance de développement, puisque le roi blanc est encore coincé au centre. Donc les noirs ont plutôt intérêt à essayer de profiter de cette avance de développement et donc d'essayer d'ouvrir le jeu, essentiellement par des coups de pion. Et là, avec tour D1, c'est un coup prophylactique qui justement empêche les ruptures avec E5 ou C5. Ouais, notamment parce que la dame noire serait dans le viseur de cette tour D1. Ouais. Donc là, Fischer joue cavalier B6. Donc il attaque la dame et en plus il permet au fou C8 de pouvoir sortir. Et Byrne joue un bon coup en jouant dame C5. Donc l'idée de dame C5, c'est un coup assez thématique dans ce genre de position. L'idée, c'est que la dame sur C5 est parfaitement placée puisque, comme on vient de le dire, elle empêche les deux percées E5 et C5, puisque évidemment C5 n'est pas possible puisque la dame s'y trouve, et E5 évidemment est contrôlée encore une fois de plus. Donc la dame est vraiment sur une case idéale en C5. Oui, c'est tout à fait thématique de cette variante et on comprend bien que les blancs qui ont pris le centre souhaitent maintenant éviter le contre-jeu des noirs, de telle sorte qu'ensuite ils n'auraient que cet avantage du centre et aucun problème en échangement, on va dire. Fischer s'est développé par Fou G4 et maintenant Byrne a voulu continuer dans cet esprit de blocage de l'adversaire ou de la stratégie de l'adversaire et il a joué le coup Fou G5 dont on va voir que ce n'était pas vraiment le meilleur coup. Ce qu'on considère comme
plus correct de nos jours, en s'appuyant sur une partie de notre ami Glenn Fleer, bien connu en France. C'est le coup fou E2, qui est entre guillemets simple et efficace. Et la partie de Glenn, par exemple, avait continué comme ceci. Cavalier FD7, la dame est venue sur A3. Et bien que les noirs aient réussi finalement à jouer E5, ils l'ont fait au prix de la paire de fous, ce qui fait que Glenn a obtenu, on va jouer encore quelques coups, voilà. Glenn a obtenu une position avec notamment l'avantage de la paire de fous. Évidemment, rien de décisif, mais une partie très agréable à jouer avec les blancs. Donc, on considère aujourd'hui que c'est la bonne façon de continuer. Ça nous permet d'émettre un petit doute sur la variante choisie par Fischer, mais évidemment, en 56, les connaissances n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, et surtout, l'analyse théorique n'est absolument pas l'objectif de cette partie, on va dire. Donc, contentons-nous de regarder ce qui s'est passé après fou G5. Donc, on comprend l'idée de Byrne, qui est d'essayer d'anticiper le coup cavalier FD7. Pourquoi les noirs ont-ils envie de jouer cavalier D7 ? Bien, pour chasser la dame dont tu nous as dit, Romu, qu'elle était si bien placée en C5. Les blancs donc jouent fou G5 pour attaquer E7 et essayer d'interdire le mouvement du cavalier. Le problème que l'on peut souligner, c'est que pendant qu'ils sont en train de jouer pour bloquer l'adversaire, les blancs ne sont pas en train de finir leur développement et ils ont un problème majeur qui est leur roi au centre. S'ils parvenaient à jouer fou E2 et petit roc, effectivement, il serait beaucoup mieux, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc il faut que les noirs agissent très très vite, et c'est ici que tout le génie de Fischer va agir. Oui, c'est ça. Et là, c'est clair que si les blancs complètent le développement, ils vont se retrouver nettement mieux. Donc on l'a dit, il faut, tu l'as bien expliqué, il faut réagir vite. Et réagir vite, ça veut dire soit faire des percées de pions pour un peu déstabiliser le centre des blancs, mais on voit bien que c'est impossible. Soit il faut, avec nos pièces, essayer de faire des menaces et rendre le jeu un peu tactique pour justement ralentir le développement des blancs. Et c'est ce qu'a trouvé Fischer avec le coup assez fantastique, cavalier A4. Donc, on ne rêve pas, le cavalier est bien en prise. Il attaque. On a beau voir cette partie pour la 100e fois, ouais. Ça nous fait toujours lever les sourcils, quoi. Parce que comment on peut trouver un tel coup ? Alors bien sûr, une fois qu'on l'a vu, on comprend tout ce qui se passe, mais c'est vraiment pas évident quand même. Encore une fois, il avait 13 ans, donc un jeune garçon qui joue un tel coup avec une telle compréhension, c'est vraiment complètement dingue, et on peut vraiment appeler ce coup génial. Là, c'est pas une expression galvaudée, on va dire. Donc cavalier A4, quelle est l'idée, Romu ? Alors l'idée, c'est, bon, bien sûr, on attaque la dame, mais aussi on attaque le cavalier C3 qui défend le pion E4. Donc, on l'a dit, les noirs doivent essayer de déstabiliser le centre des blancs. Donc là, ça se fait par des moyens tactiques, moyens assez incroyables. Donc, avec le coup cavalier A4, on attaque le défenseur du pion E4. Donc, dans la partie, Byrne n'a pas pris le cavalier. Donc, évidemment, la première chose qu'on doit regarder, c'est qu'est-ce qui se passe si les blancs font cavalier prend A4. Donc, sur cavalier prend A4, le cavalier C3 ne défend plus E4, donc cavalier prend E4. On attaque la dame, on a un œil sur le fou G5 qui n'est défendu que par le cavalier F3 qui lui-même peut être capturé et qui en plus est cloué par le fou G4. Donc, on commence à sentir la tactique apparaître. Donc là, si la dame bouge, alors par exemple dame C1 pour défendre le fou G5, il y a un problème technique, c'est le cavalier A4 qui est aussi dans une situation bancale. Et là, on fait simplement fou prend F3, dame prend F3 et dame A5 échec qui attaque le fou G5 et le cavalier A4. Ouais, donc on va récupérer le matériel. On appuie là où ça fait mal parce que le roi est toujours un problème au centre et la structure de pion est catastrophique. Donc ça, c'est l'idée principale, on va dire. Mais sur cavalier prend E4, les blancs ne sont pas obligés d'enlever leur dame immédiatement. Ils pourraient jouer finalement ce qui était leur plan lorsqu'ils ont fait fou G5, c'est-à-dire fou prend E7 et contre-attaquer sur la dame de l'adversaire. Et c'est là qu'il y a encore un coup incroyable que, bien entendu, Fischer avait anticipé. Oui, mais donc là, on a l'impression que les blancs vont gagner du matériel puisque ça attaque la dame et la tour. Mais toujours pareil, l'inconvénient de la position blanche, c'est le retard de développement et le roi qui est sur E1.
Et là, il y a le coup incroyable, tour E8. Donc, on fait comme si la dame n'était pas attaquée. Et on place la tour en face du roi. Et bien sûr, sur fou prend D8. Donc, bien On va sûr, tout tour 8, récupérer. ça attaque le fou. Donc, évidemment, fou prend D8 est forcé. Là, on fait cavalier prend C5. On récupère la dame. Fou E2. Cavalier prend A4. Donc faut là, sauver le le fou fou. D8 est attaqué. Donc, fou G5. Et maintenant, cavalier prend B2. On ramasse un pion au passage. Tour B1. Fou prend F3. G prend F3 obligé puisque le fou est cloué. Et fou prend D4 avec 2 pions nets de plus. Une position évidemment complètement gagnante. Après avoir sacrifié donc un cavalier en A4, avoir donné le pion en E7 et s'être fait prendre la dame en premier sur D8. Donc il y a quand même un moment donné où il nous manquait quelques pièces avec les noirs, mais on récupère tout avec les intérêts et une finale totalement gagnante. Donc, bon, bien entendu, on est en train de regarder une œuvre d'art, donc il faut pas essayer de se dire quand est-ce que je vais jouer comme Fischer, hein. La réponse est évidente, c'est jamais. En revanche, il faut essayer de comprendre comment ça se passe dans la tête des grands maîtres, parce qu'on pourrait peut-être avoir une bribe de génie un jour en s'inspirant de ces joueurs-là. Donc les noirs sont en difficulté dans la mesure où l'adversaire occupe le centre. On est obligé de tirer profit des rares défauts de la position blanche. Ce rare défaut, c'est le roi au centre, et il faut jouer de façon dynamique. Et pour cela, les coups dynamiques sont les mouvements de pion au niveau du centre, les sacrifices et la tactique en général, si on veut. Donc, en observant bien la position, en comprenant quelle est la stratégie de chacun, on comprend qu'ici, les noirs ont de toute façon l'obligation de créer quelque chose, sinon ils vont se faire écrabouiller par le centre de leur adversaire. Après, c'est pas parce qu'on a saisi ce qu'on devait chercher qu'on va forcément le trouver, mais voilà, on peut essayer de s'inspirer de ce genre de réflexion. Donc après cavalier A4, Byrne, qui n'était pas n'importe qui, a compris ce qui se passait en cas d'acceptation, et il a décidé de refuser le sacrifice d'une part, et surtout d'enlever sa dame. Et il la met sur A3, notamment pour garder un œil sur le pion E7. Cavalier prend C3, pion prend C3, c'était quand même l'idée. Et ici, Byrne avait probablement l'illusion d'empêcher cavalier prend E4 à cause de fou prend E7 notamment. Mais évidemment, ce n'est qu'une illusion car Fischer a quand même pris sur E4. Alors quelle est l'idée cette fois-ci, Romu? Parce que bien entendu, fou prend E7 va arriver. Oui, alors bien sûr, fou prend E7 c'est le coup critique, sinon les blancs ont perdu le pion central sans compensation. Bah, toujours pareil, en fait, en prenant E7, les blancs ouvrent la colonne E, et on l'a dit, le roi est coincé sur E1, donc forcément, il risque d'y avoir des petits soucis sur cette diagonale, sur cette colonne, pardon. Et après le coup de Fischer, qui est assez facile à trouver, c'est Dame B6 pour le coup. On n'a pas peur de sacrifier la qualité, puisque si les blancs acceptent en faisant fou prend F8, on reprend avec le fou, en faisant un tempo donc sur la dame. Et là, on voit des thèmes apparaître, notamment le thème à base de cavalier prend C3. Donc, on attaque la dame, et il y a un thème donc avec cavalier prend C3, et sur dame prend C3, il y aurait fou B4 en filade. Donc là, dame B3 est plus ou moins forcée pour proposer un échange de dames. Et là, on joue tour E8. Voilà. Qui, en plus de faire participer la tour, crée des menaces de découverte, et on a toujours à l'esprit ce dont tu viens de nous parler avec ce sacrifice en C3 et les cases noires qui commencent à clignoter en faveur des noirs. Ouais. Ici, par exemple, si on fait fou E2 pour couvrir notre roi, ce qui semblerait naturel, on va tomber dans cette fameuse tactique. Ouais, il prend C3, donc là qui attaque la tour et le fou E2. Donc tour D2, bon bien sûr dame prend, il y a fou B4 qui punit tout de suite. Et donc on ferait tour D2. Et là, dame A5. On se soustrait à l'échange, on défend le cavalier, on se met sur la même diagonale que le roi adverse. Oui, on a une qualité de moins, mais on n'est pas très inquiet avec les noirs. Il y a un jeu affolant. On menace cavalier prend E2 déjà, pour profiter du clouage de la tour D2. Et là, ça sent pas très bon, quoi. Tout simplement. Par exemple, cavalier E5 pour essayer de boucher la colonne. On ferait fou E6 pour garder encore l'initiative et attaquer la dame. Dame C2. Et après, cavalier prend E2, roi prend E2 et F6, histoire de dégager le cavalier E5 qui bouchait la colonne. Et on voit bien que le roi est complètement
dans une situation complètement désespérée et toutes les pièces noires vont attaquer ce roi qui va certainement succomber très rapidement. Ouais, je ne suis pas certain que ce genre de sacrifice nécessite beaucoup de calcul. L'intuition devrait suffire, le sens du jeu, c'est-à-dire que les noirs sont très très bien développés, le roi blanc est au centre, on va obtenir la paire de fous dans une position ouverte avec les prémices de certaines tactiques comme cavalier prend C3. Ici honnêtement je pense pas que ce soit nécessaire de tout calculer jusqu'au bout, on peut se dire que les compensations vont être suffisantes simplement en suivant l'instinct. D'ailleurs, c'est ce que Byrne s'est dit aussi, il n'a pas cherché à prouver que fou prend F8 était possible, il a essayé d'accélérer son développement avec fou C4. On comprend bien que son problème majeur étant la présence de son roi au centre, s'il arrive à faire petit roc, il sera probablement dans une situation satisfaisante. Donc justement, parce que les blancs menacent petit roc, il faut que les noirs agissent. Encore une fois, sans attendre. Ouais, il faut aller vite. Et Fischer a bien compris la consigne et a joué cavalier prend C3. Donc un coup encore un coup tactique assez incroyable. L'idée, c'est bien sûr, il capture un pion et il attaque la tour et il ne craint pas dame prend C3 puisque maintenant il suffit de jouer tour A E8. Et on voit l'intérêt d'avoir fait cavalier prend C3, c'est qu'on a enlevé le cavalier de la colonne E, et du coup, le fou E7 se retrouve cloué maintenant, et on va récupérer la pièce avec une position complètement gagnante, puisqu'on aura un pion de plus, une meilleure structure, la paire de fous. Enfin, je pense que n'importe quel critère est en faveur des noirs dans cette position, et ça ne devrait pas poser trop de problèmes, en tout cas pour Fischer, pour gagner cette position. Tout à fait. Cependant, si on se met à la place des blancs, sans doute Byrne, qui était un grand maître aguerri, s'est dit, bon, ça y est, j'ai attrapé le petit jeune, il a fait ses 3 tours de passe-passe, mais il a raté mon coup intermédiaire, fou C5. Parce que je sauve mon fou, je gagne un tempo sur la dame, et finalement, la vie est belle, les blancs vont gagner une pièce. Ouais, on a l'impression que les noirs ont tout en l'air. Bon, c'est pas une impression, c'est vrai. mais le jeune Fischer avait mesuré parfaitement les conséquences de sa combinaison et avait vu certainement un peu plus loin. Et donc là, il a continué par tour F8. Ça, c'est pas le coup le plus difficile à trouver. Donc là, roi F1. Et on a l'impression que le problème reste entier pour les noirs. On a le cavalier C3 et la dame B6 qui sont attaqués. Donc là, certainement que Byrne était assez confiant et se disait que tout va bien, et que c'était dans la poche et que le petit jeune s'était un peu enflammé en faisant sa combinaison. Sauf qu'il a raté le coup, un coup qui a marqué l'histoire des échecs, parce que évidemment, quand on parle de Byrne Fischer, c'est cette position qui vient à l'esprit en premier, et le coup que Fischer a trouvé dans cette position, qui est fou E6. Tu as oublié de dire évidemment. Évidemment, fou E6. Évidemment. Alors, totalement incroyable ce coup encore, fou E6. C'est surtout l'accumulation des coups avec 2 points d'exclamation, quoi. Cavalier A4, le sacrifice de la qualité, bon, qui a été refusé, mais qui est quand même apparu dans la partie, et maintenant fou E6. Voilà, c'est juste incroyable de se dire, il a une dame en prise, et son réflexe, c'est de reculer un fou pour en attaquer un autre. Une fois qu'on commence à réfléchir, on comprend pourquoi ça peut fonctionner, mais c'est quand même incroyable d'y avoir pensé. Donc quelles sont les idées? Alors on va pas regarder tout de suite fou prend dame parce que c'est la suite de la partie. En tout cas, les noirs persistent dans cet esprit très offensif, on va dire, et ici quasiment quoi que fassent les blancs, ça va se retourner contre eux. Alors la variante la plus simple à calculer, c'est que si les blancs décident de jouer fou prend E6 intermédiaire, le fou quitte la diagonale qui amène jusqu'à son roi, et on arrive au célèbre mat à l'étouffer. Après dame B5 échec, roi G1, cavalier E2 échec, le double échec qui permet d'enfermer le roi, grâce au coup dame F1, sacrifice de la dame qui attire la tour. Évidemment, le fait d'avoir le cavalier sur G3 interdit au roi de prendre, et on arriverait à ce mat déjà relativement incroyable, avec les 2 tours en H1 et F1 qui enferment son propre roi. Qui enferment leur propre roi, pardon. L'autre variante qui serait possible, ce serait dame prend cavalier C3, mais alors ici, le pion D4 serait cloué par le fou G7, et on pourrait jouer par exemple
c'est pas par exemple, on pourrait jouer dame prend C5, récupérer tout le matériel avec les noirs, et rester avec au minimum un pion de plus, et surtout une position écrasante, avec notamment la tour H1 qui ne peut pas participer au jeu. Donc, qu'est-ce qui nous reste finalement, ou qu'est-ce qui reste à Byrne plutôt? Eh bien, il reste le coup fou prend B6. Alors, il a refusé quelques sacrifices, mais celui-ci quand même était très tentant. Il était très tentant de l'accepter, puisque on prend une dame. Et à ce moment-là de la partie, les noirs n'ont qu'un pion contre cette dame. Malheureusement pour les blancs, ils ne vont pas garder beaucoup de matériel, et la dame ne va pas suffire, hein, car fou prend C4 se passe sur échec, et après roi G1, on arrive ici dans une tactique qu'on n'arrive pas souvent à faire au mu, mais qui est extrêmement célèbre. Hein. Oui, ben, en fait, il va faire ce qu'on appelle communément le moulinet. Donc, l'idée étant que les pièces noires sont idéalement coordonnées. Bien sûr, les blancs, pour l'instant, ont un avantage matériel, mais on va voir que tout se passe comme dans un rêve, puisqu'après cavalier E2, échec, on va voir l'action du fou C4 et du cavalier parfaitement coordonné. Donc, après roi F1, cavalier prend D4. Donc, il ramasse le pion. Donc, évidemment, c'est pas pour un pion qui fait ça, c'est juste pour ouvrir la diagonale du fou G7. Donc, roi G1 est forcé, puisque la colonne E est interdite à cause de la tour en E8. On revient en E2. Roi F1 forcé. Et maintenant, cavalier C3. On voit l'intérêt d'avoir pris le pion D4, c'est que maintenant, le cavalier C3 est défendu. Roi G1, obligé. Et là, tranquillement, A prend B6. Donc on continue de récupérer petit à petit du matériel. Là, c'est la deuxième pièce en échange de la dame. Donc désormais, Fischer a 2 fous et 2 pions contre la dame. Mais ça ne va pas s'arrêter là. Hein. Non, parce que la tour D1 est en l'air, donc elle risque de disparaître très rapidement. Donc là, Byrne a joué dame B4, qui attaque le fou C4. Mais malheureusement pour lui, les noirs sont idéalement coordonnés avec le coup tour A4. Donc on voit la parfaite harmonie des pièces. C'est juste incroyable. Le cavalier C3 attaque la tour D1, mais est défendu par le fou G7. Le fou C4 donc, emprisonne le roi blanc, mais est défendu par la tour A4. La tour A4 est elle-même défendue par le cavalier C3. Donc là, dame prend B6, il ne reste pas grand-chose d'autre à se mettre sous la dent. Et là, tranquillement, après dame prend B6, cavalier prend D1, on mange la tour. Et là, l'avantage matériel est maintenant clairement en faveur de Fischer. Après H3, parce que là, il faut bien se donner un peu d'air avec le roi, puisque le roi est en G1, la tour H1 est pour le moment spectatrice. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas seulement les 3 pièces en échange de la dame, il y a aussi cette tour H1 enfermée qui compte pour du beurre pour l'instant. Donc ça va commencer à faire beaucoup. Hein. Oui, là, il est urgent pour les blancs d'essayer de mobiliser leur tour, parce que là, pour le moment, il n'y a que la dame qui est développée, et face à toute l'armée noire, ça fait un peu juste. Et donc Fischer prend le pion A2, tour prend A2, roi H2, cavalier prend F2. Donc on voit qu'à chaque coup, en plus, il prend un pion, mais ça fait une menace au passage. Donc l'initiative noire n'est pas amoindrie pour autant. Et là, il a joué tour E1. Bon, tour prend E1, cavalier prend E1. échec d'abord. Pour attirer le fou sur F8, mais bon, ça ne change pas grand-chose. Cavalier prend E1. Et là, tout simplement, fou D5. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Lorsque vous faites face à une dame contre vos pièces, il est très important que toutes vos pièces soient bien protégées, puisque la dame a quand même la faculté d'attaquer plusieurs choses en même temps. Et là, on voit que justement, les pièces noires sont parfaitement coordonnées, puisque le fou en F8 est défendu par le roi, le fou D5 est défendu par le pion C6, la tour A2 est défendue par ce fou D5, et le cavalier F2 est défendu par la tour, et ensuite il va revenir même sur la case E4, d'où il sera défendu par le fou D5. Donc il n'y a aucune chance pour les blancs d'espérer faire une double attaque et ramasser une pièce au passage. Et donc ensuite, les pièces noires vont parfaitement se coordonner, et la dame va se retrouver tout simplement impuissante. Donc là, le pauvre Byrne a joué cavalier F3. Ouais, on va peut-être regarder la fin un peu plus en accéléré, parce que maintenant, vraiment, l'avantage est très marqué. Et bon, on va pas dire que ça devient facile, mais après avoir vu tout ce qu'on a vu dans cette partie, l'essentiel est passé, on va dire. Donc cavalier E4, dame B8, là, B5. C'est la mise à mort, là, tout simplement. C'est ça.
Oui, parce qu'en plus de toutes les pièces, on a évidemment quelques pions passés qui peuvent nous servir aussi, hein. H4, bon là on comprend bien que Byrne continue, mais il doit être totalement groggy, le pauvre garçon là. Il est en train de jouer contre un petit jeune de 13 ans. Alors c'est pas comme aujourd'hui, hein. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas grand maître à 12 ans, vous avez raté votre vie, mais euh, à l'époque, c'était absolument hors du commun d'avoir un aussi jeune âge, un tel niveau. Avant lui, il y avait eu peut-être eu Capablanca qui était un- vraiment un génie au plus jeune âge. Reshevsky aussi jouait des simultanés face à des adultes à l'âge de 6 ou 7 ans, ou je sais plus quel âge, mais en tout cas très jeune. Mais en dehors de quelques très très rares génies ou exceptions, on les appelle comme on veut, on ne pouvait pas bien jouer aux échecs avant un certain âge, peut-être 20, 22, 25 ans. Et donc, voilà, c'était pas du tout comme aujourd'hui où, voilà, les grands maîtres à 13, 14, 15 ans ne surprennent quasiment plus personne, où on le souligne, mais bon, c'est un entrefilé dans les revues échiquéennes. Voilà, à l'époque, c'était vraiment exceptionnel. Donc, le pauvre Byrne devait être totalement groggy, surtout en ayant perdu de cette façon-là, quoi. Donc il continue, mais on peut pas lui en vouloir, on va dire. H5 pour éviter tout contre-jeu. Cavalier E5 dans l'espoir de jouer cavalier D7. Bon, ça c'est... Après avoir trouvé cavalier A4 puis fou E6, je pense que Fischer avait le niveau de voir cavalier D7. Roi G7 qui non seulement évite les problèmes en D7, mais aussi crée de nouvelles menaces parce que jusqu'à présent le fou était cloué et ne pouvait pas participer. Et donc après Roi G1, fou C5 échec. Le roi blanc ne peut pas se cacher en H2 à cause de fou D6, mais malheureusement pour lui, s'il se découvre dans l'autre direction, en jouant roi F1, eh bien, l'harmonie des pièces noires dont tu nous as parlé, Romu, va commencer à se mettre en action. Cavalier G3 échec, roi E1, fou B4, on lui dit viens par ici, fou B3 échec, cavalier E2 échec, et après roi B1, cavalier C3, on se fait mater par tour C2. On peut remarquer d'ailleurs que Byrne est allé jusqu'au mat, probablement pas pour être désagréable avec son adversaire, mais plutôt pour le féliciter. C'est quelque chose qu'on fait dans le milieu. On se laisse mater lorsqu'on considère que notre adversaire a fait une partie vraiment remarquable, et c'est une façon de le féliciter. Bon, Romu, cette partie incroyable, elle a fait le tour du monde je ne sais combien de fois. Elle est toujours aussi incroyable, même quand on l'a vue des centaines de fois, et elle est aussi tout à fait révélatrice du style de Fischer. Oui, alors alors révélatrice du style, oui et non en fait, parce que bon évidemment il avait un jeu sans compromis, ça on l'a dit et on le verra dans les prochaines vidéos. Je l'ai dit tout à l'heure, il jouait avec énergie et refusait les nuls soporifiques quasiment tout le temps. Mais dans la suite de sa carrière, il avait quand même la réputation d'être un joueur qui n'aimait pas forcément les complications un peu irrationnelles. Et par exemple, il avait un très mauvais score contre Tal, et qui, lui, pour le coup, euh, était comme un poisson dans l'eau dans les complications et les tactiques un peu surréalistes. Et là, donc, cette partie, quand même, est assez surréaliste, puisqu'en termes de tactique, c'est juste incroyable, et surtout à cet âge-là. Et donc c'est ouais, son style, oui, c'est un jeu sans compromis, mais vraiment dans un style tactique qui n'est pas forcément hyper courant dans sa carrière. Donc, Bon, on peut dire quand même que lorsqu'il jouait la Najdorf notamment, il fallait être extrêmement précis dans les calculs bien sûr. au moment de défendre. Donc bon, de toute façon, on peut pas être champion du monde en étant mauvais dans un domaine. Voilà, on a parfois entendu des gens dire que certains champions du monde étaient mauvais en tactique. Bon, on aimerait être aussi mauvais qu'eux, mais voilà, bien sûr que c'était pas seulement un tacticien, mais il avait quand même une très grande justesse dans le calcul. On peut pas jouer la Najdorf sans être extrêmement précis dans le calcul des variantes, même si je te rejoins sur le point que tu viens de souligner, c'est-à-dire que c'était peut-être surtout un grand technicien. On va parler de certaines de ses finales. Voilà, il était redoutable de ce point de vue-là. Mais si on allait le chercher sur la tactique, il y avait du répondant, hein.
De la même façon qu'on a pu reprocher au début de sa carrière à Carlsen d'être peut-être trop positionnel, de gagner beaucoup de finales à rallonge, les quelques joueurs qui se sont dit, ah ben tiens, puisqu'il adore les finales, je vais aller le chercher sur la tactique, les quelques joueurs qui ont tenté ça se sont bien ramassés, on va dire ça trivialement. Donc ces champions-là, moi je pense qu'il y a beaucoup de similitudes entre Fischer et Carlsen, c'est pour ça que je parle de l'actuel champion du monde. Je pense que ce sont des joueurs qui ne sont pas forcément attirés naturellement vers la tactique, mais qui, malgré tout, ont un talent immense si on les oblige à entrer dans cette partie-là du jeu. Non, c'est des joueurs qui sont pragmatiques. Ils cherchent le moyen le plus efficace de gagner la partie. Donc, si c'est échanger les dames et gagner la finale supérieure parce qu'on a une meilleure structure de pions, ils vont le faire. Mais si c'est sacrifier la dame et mettre 3 pièces en prise, ils vont le faire aussi. Mais c'est juste que naturellement, il y a des joueurs qui. Tout à l'heure, j'ai parlé de Tal. Tal, lui, naturellement, s'il avait la possibilité par ça. Voilà, de mettre 4 pièces en prise, il le faisait. Mais bien sûr que Tal était aussi capable de gagner des finales et de jouer de manière positionnelle. Tout à fait. Mais voilà, c'est question de naturel. Naturellement, Fischer était un joueur assez pragmatique qui cherchait la simplicité, dans le sens, pas dans ses coups, mais dans la façon la plus, selon lui, facile de gagner la partie. Mais ça ne veut pas dire qu'il refusait, bien sûr, la tactique, bien évidemment. Bon, toujours est-il que cette partie totalement incroyable, donc qui a été surnommée la partie du siècle, on comprend bien que c'est une façon de faire de la com et que les journalistes doivent vendre du papier, ça c'est clair. Mais malgré tout, jouer une telle partie à 13 ans à cette époque-là, qui était bien différente de celle que l'on vit aujourd'hui, c'était tout à fait incroyable et on se devait, pour une série dans laquelle on va parler de la carrière de Fischer, on se devait de commencer par celle-ci parce que c'est peut-être la première partie de Fischer célèbre et c'est peut-être l'une des plus incroyables aussi. Donc on espère que vous avez apprécié de voir ou très probablement de revoir cette partie. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. Vous avez compris qu'on va, pendant quelques semaines, on va voir comment on va étaler ça, mais en tout cas dans une demi-douzaine de vidéos, on va vous parler de la carrière de Fischer. On va le faire de façon chronologique, on va dire. Donc la prochaine vidéo parlera de la révélation au grand public international, on va dire, de Bobby Fischer. On étudiera la fin des années 50, on va dire. Et donc, voilà, on va vous proposer dans cette série d'étudier les parties qui ont jalonné la grande carrière de Bobby Fischer. Merci à tous. On vous remercie pour votre fidélité, pour vos likes et pour vos commentaires toujours très instructifs. Et on vous dit à très vite sur Échec et Pédagogie. À bientôt, au revoir.